Au cœur des négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une question reste suspendue dans un silence diplomatique assourdissant, celle des dizaines d'otages politiques et militaires arméniens, anciens dirigeants du Karabakh, toujours détenus à Bakou. Leur procès se déroule à huis clos, loin du regard des médias indépendants et des observateurs internationaux. Face à ce qui s'apparente en déni de justice, la société civile et des juristes tentent de briser le mur de l'indifférence. Notre invité ce soir est l'un des fers de lance de ce combat. Philippe Rafik Al-Fayyan est avocat, expert en droit international et ancien secrétaire général adjoint de la Fédération internationale pour les droits de l'homme. Il est à l'initiative d'une action juridique inédite, activer un outil rare de l'OSCE, le mécanisme de Moscou pour forcer la mise en place d'une mission d'enquête internationale. Mais dans ce combat pour le droit, il se heurte à un obstacle de taille. L'inaction, selon lui, du gouvernement arménien lui-même et le cynisme d'une communauté internationale paralysée par des intérêts géopolitiques. Philippe Al-Fayyan, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous revenez tout justement d'une réunion de l'OSCE à Varsovie où vous avez porté ce plaidoyer. En quoi consiste exactement cette action et quel était son objectif? D'accord. Écoutez, cette action de plaidoyer, nous l'avons démarrée au début de l'année 2025. Parce que justement, nous avons recherché un mécanisme qui permettrait à une organisation intergouvernementale de pouvoir faire du monitoring, donc de la surveillance, de l'observation des procès des prisonniers arméniens en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, il n'y a pas, comme vous le savez, d'observateurs de ces procès. Les médias indépendants ne sont pas autorisés à assister au procès. Nous ne savons pas très bien s'il y a des représentants de différentes diplomaties qui sont présents à ces procès. A priori non, même si récemment, les États-Unis, dans une réponse, donc dans une lettre qui a été envoyée à l'ANC aux États-Unis, faisait penser que il y aurait des représentants de l'ambassade des États-Unis à Bakou qui assisteraient de temps en temps au procès. Mais la lettre précisait bien que c'était dans les cas où c'était possible. Donc c'est une réponse très vague de l'ambassade des États-Unis qui veut clairement dire que on peut les inviter uniquement dans certaines audiences quand, selon le bon vouloir des autorités azerbaïdjanaises. Donc globalement, il n'y a aujourd'hui personne qui peut assister à ces procès. Donc l'idée donc que j'ai eue, puisque j'en suis l'initiateur, c'était de faire appel à ce qu'on appelle au mécanisme de Moscou, qui est un mécanisme qui est prévu par l'OSCE et qui permet de déclencher donc une mission d'enquête internationale avec 3 experts qui sont désignés dans une liste d'experts qui sont accrédités auprès de l'OSCE pour enquêter sur des choses qui sont définies à l'avance par le collectif donc des États membres qui participent à l'OSCE. Donc, on a proposé aux États membres d'axer cette enquête sur les conditions d'arrestation, de détention et de jugement des prisonniers politiques en général en Azerbaïdjan et avec une fenêtre un peu plus spéciale pour les prisonniers arméniens. Parce que
nous avons mis en avant que pour les prisonniers arméniens, il y avait en plus de ça une dimension ethnique, c'est-à-dire une dimension de discrimination ethnique. Alors pour répondre à votre question, excusez-moi, Oui, c'était une introduction un peu longue, mais pour répondre à votre question, euh, oui, on a un problème dans le fait que le gouvernement arménien n'évoque pas du tout la question des prisonniers pendant ces réunions. Alors c'est un problème à double titre, c'est que je pense que le gouvernement arménien ne remplit pas son rôle parce que il a un rôle de protection diplomatique par rapport à ses propres ressortissants oui. partout dans le monde. Or, il ne tient pas ce rôle. Et deuxièmement, c'est également un élément qui vient finalement affaiblir notre demande pour que au minimum 10 États membres de l'OSCE fassent la demande officielle auprès du secrétariat général pour la mise en place de cette mission d'enquête avec 3 experts. Mais donc, malgré ces handicaps, notre présence, nos interventions orales, nos entretiens avec les représentations diplomatiques, donc au niveau bilatéral, c'est une manière de montrer que nous sommes présents, que ce problème doit être effectivement traité par l'OSCE. Donc en fait, on rappelle à l'OSCE et à tous ses membres leurs obligations en la matière. Parce que l'OSCE, c'est pas au départ une organisation diplomatique et uniquement ça. L'OSCE, elle a été créée pour euh, faire respecter, protéger ce qu'on appelle les droits définis dans la dimension humaine des principes d'Helsinki. Donc, c'est un rappel à l'ordre des principes d'Helsinki à tous les États membres. Et deuxièmement, ça oblige à la fois le gouvernement arménien et le gouvernement azerbaïdjanais à sortir de leur retranchement. Parce que on aboutit à une situation quand même assez paradoxale, c'est que c'est la société civile euh, qui, euh, qui rappelle à l'ordre tous ces gouvernements, y compris le gouvernement azerbaïdjanais et arménien. Face à l'inaction du gouvernement arménien, est-ce le droit international est impuissant ou paralysé? Plus précisément, quel levier juridique concret l'Arménie omet-elle d'utiliser aujourd'hui? Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Bon, premièrement, le gouvernement arménien ou ses représentants diplomatiques nous disent dans des conversations privées, enfin bon, le gouvernement arménien le dit aussi publiquement, nous évoquons ce sujet là où il faut, avec qui il faut, euh, mais nous ne pouvons pas dévoiler ce que nous faisons dans ce domaine-là. Bon, sur le terrain, nous voyons bien que le travail n'est pas fait. Euh, Quand nous avons des entretiens avec les ambassadeurs donc des pays participants à l'OSCE, nous sentons bien que il n'y a aucune demande qui est faite par les diplomates arméniens. La preuve, ils nous disent, écoutez, nous sommes gênés, nous ne pouvons pas prendre une telle initiative si le gouvernement arménien ne nous le demande pas. Voilà. Donc ça, en tout cas, au niveau des instances internationales comme l'OSCE ou les Nations Unies, il n'y a pas de demandes qui sont faites. Le deuxième aspect, c'est que il ne faut pas attendre de miracles du droit, ni de ce genre d'organisation. Euh, parce que c'est laissé finalement au bon vouloir de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan les détient.
même s'il y a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui les condamnent, s'ils n'ont pas envie de les libérer, ils les libéreront pas. Euh, malheureusement l'état du droit international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la juridiction qui condamne l'Azerbaïdjan à faire ça ou ça, pour les prisonniers, pour Karabakh ou pour autre chose, tant que cet État ne veut pas le faire, personne malheureusement n'a le pouvoir judiciaire de les obliger à le faire. Parce que le droit international est ainsi fait, c'est que aujourd'hui il n'y a aucun dispositif dans le droit international qui peut contraindre l'Azerbaïdjan à remplir ses obligations et à exécuter des décisions de justice. Le seul organe suffisamment puissant au niveau du droit international, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le seul qui est capable de prendre des sanctions réelles contre un État pour exécuter des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ou ses propres résolutions. Voilà, donc on n'en est pas là. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Nations Unies agissent? Ben, il faut que le Conseil de sécurité soit saisi. Et le Conseil de sécurité il peut être saisi que de deux manières. Soit l'Assemblée générale, donc, a une majorité sur ce sujet qui demande au Conseil de sécurité de se saisir de la question des otages arméniens. Soit c'est le Conseil de sécurité qui est saisi par un des États membres du Conseil. Vous savez, dans le Conseil de sécurité, il y a 15 membres, Oui. dont 5 permanents. Donc les 5 permanents, c'est États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne. Ils ont un droit de veto en plus. Donc, aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies parce que à l'Assemblée générale, d'abord, l'Arménie ne peut pas obtenir de majorité. Et puis de toute façon, elle n'a pas l'intention de faire une quelconque demande, donc encore moins auprès du Conseil de sécurité. Donc on oublie aujourd'hui cette option parce elle n'est pas réaliste. La France se positionne comme un pays ami de l'Arménie. Alors, pourrait-elle, de sa propre initiative, porter la question des prisonniers détenus à Bakou devant le Conseil de sécurité des Nations Unies? Elle ne le fera pas si Pourquoi? l'Arménie, elle ne le fera pas si l'Arménie n'y consent pas. Ah. Voilà. De même que la France n'est pas prête à invoquer le mécanisme de Moscou auprès des autres États membres de l'OSCE parce que l'Arménie ne lui a pas demandé. Vous savez, c'est très facile pour tous ces grands États de trouver une excuse à leur inaction. Aujourd'hui, ils sont dans une posture de passivité, d'inaction. Et c'est facile. L'Arménie leur offre sur un plateau un prétexte pour ne pas agir. Voilà. Donc, tous ces États-là nous disent, si l'Arménie ne nous le demande pas, nous n'avons aucun intérêt à le faire. Donc, diplomatiquement, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est quoi aujourd'hui le prétexte pour que l'Arménie soit dans cette posture? C'est de dire, et c'est d'ailleurs les arguments qui sont repris par les autres États que nous rencontrons, c'est de dire, aujourd'hui, il y a un traité de paix sur la table, il a même été pré-signé, donc nous, en tant qu'État tiers, nous ne ferons rien qui puisse remettre en cause ce traité de paix. Voilà. Donc en fait, ils reprennent l'argumentation de l'Arménie, du gouvernement arménien, qui dit nous avons un traité de paix, la paix va être signée, et donc voilà, laissons faire les choses, faites-nous confiance. Malheureusement, une paix
dans ces conditions, ne peut pas durer, même si demain la paix était signée, donc l'accord avec les 18 points. Premièrement, ça ne peut pas être une paix qui garantisse une paix durable, parce que les conditions ne sont pas réunies, hein. Il n'y a, dans ce traité de paix, il n'y a ni les aspects de justice, ni les aspects donc de libération des prisonniers, ni le droit au retour de la population d'Al-Sar sur ces terres qui sont donc dans ce traité. Au contraire, les 18 points du traité de paix ont imposé à l'Arménie de retirer, une fois que le traité sera signé, de retirer ses plaintes auprès de la Cour européenne et de la Cour internationale de justice. Vous imaginez les ordonnances de la Cour internationale de justice dans l'affaire Arménie contre Azerbaïdjan, donc sur le fondement de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, c'est la seule victoire que l'Arménie a obtenue, la seule sur le plan donc juridico-diplomatique. Et l'Arménie donc a sacrifié cette victoire au nom d'une paix totalement hypothétique. Voilà. Donc nous en sommes là. Donc ça veut dire que la société civile se bat comme elle peut, là où elle peut le faire, pour garder le sujet des prisonniers donc arméniens dans l'agenda des relations internationales. Face à l'inertie diplomatique, si Yerevan n'agit pas pour ses prisonniers, est-ce que cela signifie que la communauté internationale les a déjà abandonnés? On s'en fout? Absolument. C'est le cynisme des États. Aujourd'hui, vous voyez bien que avec, si vous voulez, cette tornade Trump, le droit international allait céder le pas à la loi du plus fort et à une logique purement économique, monétariste. Voilà. Donc, et c'est cette même logique qui a, qui a donné lieu à l'accord de Washington le 8 août dernier. C'est on privilégie d'abord les intérêts économiques des États les plus puissants au détriment de questions de droit, de questions de droits humanitaires, de moralité. Voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui contre laquelle il faut continuer à se battre. Et c'est pour ça que la société civile arménienne, les lobbyistes dans le monde doivent continuer à se battre partout où ils peuvent, dans les instances internationales, contre ça. Mais il y a aussi, aujourd'hui, c'est pas parce que le gouvernement arménien nous bloque dans des instances comme les Nations Unies ou les ou à l'OSCE qu'il n'y a pas de moyens d'action. L'action va continuer parce que nous avons effectivement des moyens d'action juridictionnels à la Cour européenne des droits de l'homme ou quasi juridictionnels auprès des organes des traités de l'ONU, donc au Comité des droits de l'homme, au Comité contre la torture. Il y a toute une série d'actions qu'on peut mener et que certaines on a démarré. Voilà, mais il faut que ça se poursuive. Mais très honnêtement, voilà, la libération des prisonniers ne pourra être qu'un deal politique et diplomatique. Voilà, ça c'est sûr.
Avez-vous des contacts directs avec les autorités arméniennes pour leur présenter, disons, votre stratégie juridique ou certaines autres demandes? Écoutez, je ne souhaite pas trop parler de ça, mais oui, ils sont parfaitement informés de la démarche. Voilà, j'en dirai pas plus. La diplomatie arménienne, on peut ne pas être d'accord avec sa politique, mais euh, nous sommes en tout cas, si on fait un travail sérieux, nous sommes obligés de les informer de ce que nous faisons. Voilà. Donc, ils sont parfaitement informés de notre stratégie. Euh, j'ai encore la naïveté de croire que il y a des diplomates arméniens qui ont une conscience et qui ne s'opposent pas, voilà, ouvertement à ce que nous faisons. Après la fermeture du bureau de la comité du Croix-Rouge à Bakou, est-ce qu'il y a un certain canal de communication fiable avec les otages? C'est l'un des arguments d'ailleurs qu'on utilise auprès de l'OSCE ou des Nations Unies et auprès des autres États pour dire il faut que vous agissiez parce que ces prisonniers sont dans un état d'isolement total aujourd'hui. Donc il y a des contacts entre les prisonniers et leurs familles. Donc nous, en tant qu'avocats de ces prisonniers, nous avons les informations à travers les familles. Donc, les contacts existent. Donc, ce sont les avocats commis d'office qui contactent sur une base plus ou moins régulière les familles pour mettre en relation donc, les prisonniers avec leurs familles. Alors, la seule chose qui est un peu compliquée, c'est que comme ce sont des avocats commis d'office et dont on sait qu'ils sont absolument pas indépendants, les conversations entre les prisonniers et leurs familles sont un petit peu cryptées. C'est-à-dire c'est codé. Quand on veut essayer de savoir des choses, on est obligé d'utiliser certaines méthodes pour communiquer, pour qu'ils communiquent entre eux. Donc, parce que si vous dites trop ouvertement les choses et qu'ils répondent trop ouvertement, bien sûr, ils vont être soumis à des pressions par les autorités pénitentiaires azerbaïdjanaises. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, il faut essayer de comprendre entre les lignes ce qui est en train de se passer. Si l'on résume, a-t-on le sentiment que les otages arméniens sont abandonnés de tous, sauf bien sûr de leurs familles et les juristes comme vous êtes? Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas répondre au nom de l'opinion publique arménienne, de la société civile arménienne. En Arménie, en tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas répondre parce que je n'arrive pas à comprendre comment l'opinion publique, une partie de l'opinion publique, continue à soutenir le gouvernement arménien tout en sachant que il n'y a rien qui soit fait pour exiger la libération sans condition de ces prisonniers. Moi, je ne comprends pas. En tant qu'Arménien, alors évidemment, je suis pas arménien d'Arménie, mais arménien diaspora. Donc, mais même en diaspora, nous avons le même problème. Une grande partie, enfin une partie de l'opinion publique en diaspora soutient sans condition la politique du gouvernement Pachinian en se mettant dans la posture nous soutenons l'État arménien, voilà, quoi qu'il fasse. C'est une manière de se désintéresser, effectivement, de la situation des prisonniers, de la situation des réfugiés d'Artsakh
de l'abandon de la notion de droit au retour, etc. Voilà, c'est désespérant que euh, la population arménienne, que ce soit en Arménie ou en diaspora, ne comprenne pas que euh, ce sont nos ressortissants et quoi qu'on, quelque bord politique que l'on soit, nous n'avons pas le droit de les abandonner. C'est ce que, d'ailleurs, c'est dans les conversations que nous avons avec les autres États. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, est-ce que votre État serait prêt à signer une paix avec un État qui tient en otage vos propres ressortissants? Je connais la réponse à cette question, mais ils ne répondent pas. Quel message ou quel appel vous pouvez maintenant adresser aux Arméniens d'Arménie et de la diaspora concernant votre combat? Écoutez, je pense que voilà, il faut que la population d'Arménie, dans son ensemble, comprenne plusieurs choses. C'est que on ne peut pas accepter un traité de paix dans ces conditions. C'est-à-dire qu'il faut exiger du gouvernement arménien qu'il obtienne la libération inconditionnelle des prisonniers qui sont à Bakou avant de signer le traité de paix. Voilà. C'est uniquement ça mon message. Et il faut vraiment que la population en Arménie se mobilise. Là, c'est pas une question de xénophobie anti-Kharaparsi. C'est pas une question de dire oui, mais les anciens dirigeants nous ont fait ci, nous ont fait ça. C'est une question de dignité en tant qu'Arménien. Oui. Une question de dignité. Parce que demain, ce qui arrive aujourd'hui aux anciens dirigeants du Karabakh peut très bien arriver à des citoyens d'Arménie sur le territoire arménien. Merci beaucoup pour cette interview accordée à Open Media. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Nous recevions Rafi Philippe Kalfayan,